Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Kenya, important déploiement policier à l'occasion des manifestations marquant le 2e anniversaire du soulèvement de la génération Z. Détroit d'Ormuz, reprise progressive du trafic maritime malgré des tensions persistantes dans cette voie stratégique du commerce mondial. Et puis au Venezuela, au moins 164 morts et plus de 1000 blessés après 2 puissants séismes qui ont frappé le pays. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme je l'annonçais en titre, au Kenya, un important dispositif sécuritaire a été déployé ce jeudi dans plusieurs villes du pays. Les autorités cherchent à encadrer les manifestations organisées à l'occasion du 2e anniversaire de soulèvement de la génération Z. Ce mouvement de contestation avait mobilisé des milliers de jeunes contre certaines décisions gouvernementales et marqué la vie politique kenyane. Les forces de l'ordre sont particulièrement présentes dans la capitale Nairobi afin de prévenir tout débordement. Au Kenya, la police a déployé un impressionnant dispositif de sécurité afin d'empêcher les manifestations marquant le 2e anniversaire d'un soulèvement historique de la génération Z. En juin 2024, des milliers de Kenyans étaient descendus dans les rues pour dénoncer les difficultés économiques et la corruption, avant de prendre d'assaut le Parlement pour forcer l'annulation des nouvelles taxes. Un tournant décisif où les Kenyans ont ignoré les clivages ethniques traditionnels, et le 25 juin est devenu une journée annuelle de protestation, alors que les frustrations à l'égard du régime du président William Ruto persistent. Au moins 127 personnes ont été tuées au cours de ces 2 années de manifestations, selon une organisation de surveillance de la police qui indique que les forces de sécurité ont tiré sur la population en toute impunité. Le président Ruto a déclaré cette semaine que les Kenyans avaient le droit de manifester, mais il a mis en garde contre la destruction des biens et l'installation du chaos. Les médias sur place observent une journée sous haute tension où des populations expriment leur peur de sortir, traumatisées par les violences lors des précédentes marches. Le trafic maritime reprend progressivement dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour l'approvisionnement énergétique mondial. Plusieurs navires ont été aperçus dans la zone après une période de forte incertitude. L'Organisation maritime internationale met actuellement en œuvre un plan visant à faciliter la circulation des bâtiments immobilisés. Malgré cette reprise, les tensions demeurent dans cette région cruciale pour le commerce international. Plus de détails dans cet élément. C'est une percée diplomatique qui se joue en mer. L'Organisation maritime internationale a annoncé un plan coordonné pour débloquer le détroit d'Ormuz, fermé par l'Iran depuis le 28 février au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. À la clé, la libération de 11 000 marins retenus depuis des mois à bord de leurs navires immobilisés dans le Golfe. Le plan est ambitieux, 2 routes maritimes ont été définies, l'une longeant les côtes d'Oman, l'autre dans les eaux iraniennes. L'objectif, évacuer jusqu'à 50 navires par jour en évitant tout risque de collision. Depuis l'accord conclu le 14 juin entre Washington et Téhéran, 22 navires franchissent en moyenne le détroit chaque jour contre moins de 10 durant 3 mois de blocus. En temps de paix, ce sont 120 navires qui transitent quotidiennement, transportant 1/5 des exportations mondiales de pétrole et de gaz. Mais la situation reste fragile. L'Iran a déjà menacé de refermer le Par ailleurs, le Venezuela fait face aux conséquences de 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont secoué une grande partie du pays. Selon un bilan provisoire, la catastrophe a causé la mort de 164 personnes et fait plus de 1000 blessés. Les secouristes poursuivent leurs opérations de recherche et d'assistance aux victimes tandis que les autorités s'efforcent d'évaluer l'ampleur des dégâts matériels. Reportage à suivre. 2 puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela mercredi soir, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés selon un premier bilan provisoire. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a averti qu'il devrait s'alourdir à mesure que les secouristes fouillent les bâtiments effondrés. Le nombre de victimes n'inclut pas l'état de La Guaira, que Delcy Rodriguez a qualifié de zone sinistrée et de région la plus durement touchée. Le pays n'avait plus connu un si violent séisme depuis 1900.
Lors d'une allocution à la nation, elle a décrété l'état d'urgence et ajouté que de nombreux pays avaient proposé leur aide. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Les deux séismes ont causé d'importants dégâts dans plusieurs États, notamment à l'aéroport principal du pays. Le système Pager de l'US Geological Survey estime à 42% la probabilité que le bilan humain dépasse les 10 000 morts. En France, à présent, les températures élevées continuent de perturber le quotidien de nombreux travailleurs sur les Champs-Élysées. Les employés des grands hôtels ainsi que les ouvriers intervenant sur les chantiers de rénovation des boutiques de luxe doivent composer avec une chaleur particulièrement intense. Cette situation relance les discussions sur l'adaptation des conditions de travail face aux épisodes climatiques extrêmes. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus soutenable qu'hier en journée. Pour l'instant, il fait environ 28 degrés à Paris, mais il pourrait faire jusqu'à 42 degrés dans la capitale française. Nous sommes sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, qui vit déjà avec des gens qui vont travailler et aussi des touristes philippins qui nous ont dit tout à l'heure qu'ils ne s'attendaient pas à de telles chaleurs, mais surtout, eux, ils ont l'habitude de fortes chaleurs, mais ils trouvent qu'il n'y a pas assez de climatisation ici à Paris. Et c'est vrai que la capitale n'est pas prête pour de telles températures. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont travailler. J'ai pu m'entretenir avec une femme qui sortait du métro pour aller travailler dans un grand hôtel près des Champs-Élysées. Elle me disait que c'était très compliqué à son trajet, pas de clim dans le métro et surtout elle n'a pas dormi de la nuit car elle vit sous les toits et le ventilateur ne suffit pas. Et puis aussi, vous savez, ici il y a des boutiques de luxe, notamment en construction sur les Champs-Élysées, et je parlais avec des ouvriers en bâtiment qui me disaient que la canicule n'a rien changé, que des équipes sont déployées d'ouvriers 24 heures sur 24, qu'on leur a donné un petit peu d'eau, mais que c'est très compliqué. Alors que dans d'autres hôtels, par exemple des hôtels parisiens, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour une meilleure rotation des équipes, pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes agents qui se trouvent dehors pour accueillir les clients, qu'on leur donne régulièrement des bouteilles d'eau et aussi des pastilles d'hydratation. Clovis, à l'échelle de Paris, quelles sont les dernières décisions prises par les autorités pour faire face à cette canicule qui s'éternise, Alors déjà, le gouvernement réunit très régulièrement des réunions interministérielles pour faire le point sur la situation, pour essayer de trouver des solutions. Le gouvernement qui est un petit peu pointé du doigt, il faut le dire, et qui en même temps dit que c'est tout le pays qui n'est pas préparé, notamment des bâtiments qui ne sont pas adéquats vu ces températures inhabituelles, cette canicule. Et puis, ce sont surtout les collectivités locales qui doivent gérer cette situation. C'est un peu leur tâche aussi. À Paris, par exemple, la mairie de Paris a autorisé exceptionnellement la baignade au canal Saint-Martin pour permettre aux gens de se rafraîchir. Ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a commandé en catastrophe plusieurs centaines d'appareils de climatisation pour les écoles. Là encore, ce n'est pas assez. Et les écoles, il y en a de nombreuses qui ont dû fermer à travers le pays. Plus de 6 000 qui ont dû fermer. Mais le ministre de l'Éducation l'a dit, l'a répété. Les épreuves du brevet ce vendredi, par exemple, se tiendront bien. Et puis, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dit oui, il y a beaucoup plus d'appels au SAMU, notamment beaucoup plus d'interventions à cause de coups de chaleur, mais les hôpitaux, pour l'instant, tiennent. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. Aux États-Unis, Mamdani confirme son ascension politique après la victoire de plusieurs candidats qu'il soutenait lors des primaires démocrates à New York. Très apprécié par une partie de l'électorat jeune, cet élu progressiste apparaît comme l'une des figures montantes du Parti démocrate. Son influence croissante illustre les évolutions en cours au sein de la formation politique et les débats qui animent désormais la scène politique américaine.
Alors, c'est tout à fait intéressant à étudier. Ça, c'est à peu près la seule certitude qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas un accident électoral, ça, c'est certain. Mais ce n'est pas non plus une prise de contrôle du Parti démocrate par un courant progressiste, comme on peut l'entendre effectivement parfois dans l'environnement de Zoran Mamdani. Soyons clairs, à l'échelle de l'Amérique, la bulle new-yorkaise reste un épiphénomène. Ce que montrent en revanche ces résultats, c'est l'aggravation, cette fois bien réelle, d'une fracture qui existe depuis près de 10 ans déjà entre le Parti démocrate traditionnel et son aile progressiste. En fait, le point de départ remonte sans doute à 2016 avec la campagne de Bernie Sanders. Je suis sûr que vous vous en souvenez. À l'époque, beaucoup de responsables démocrates considéraient ces thèmes comme la gratuité de l'université, l'intervention massive de l'État, les taxations accrues des plus riches, ces thèmes comme des thèmes marginaux et finalement très peu américains, pour faire simple. 10 ans plus tard, ces idées sont devenues largement plus acceptables dans une partie importante de l'électorat urbain. C'est d'ailleurs ce qui a amené Zoran Mamdani au pouvoir à New York. Ce qui est intéressant avec Mamdani, c'est qu'il appartient à une nouvelle génération, une génération d'influence beaucoup plus européenne en quelque sorte. Contrairement à Sanders ou même à Alexandria Ocasio-Cortez, autre figure de ce mouvement progressiste, il ne parle pas seulement d'idéologie. Il n'est pas qu'un rêveur qui se serait trompé de pays, comme disent ses détracteurs les plus courtois. Il parle du coût de la vie, du logement, des transports, des loyers. C'est un discours, en clair, beaucoup plus concret, qui touche les jeunes électeurs d'abord, puis évidemment les minorités et les classes moyennes urbaines qui souffrent effectivement aujourd'hui, en tout cas à New York et globalement dans toutes les grandes agglomérations américaines. Mais attention, on reste aux États-Unis et il serait donc complètement excessif de parler d'un basculement national. Le Parti démocrate reste parfaitement dominé institutionnellement par des figures comme Hakeem Jeffries, Chuck Schumer ou encore Gavin Newsom. Ce sont toujours eux qui contrôlent les grands réseaux de financement, les appareils locaux et une grande partie des élus, pour être clair. En revanche, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les candidats soutenus par l'establishment ne sont plus automatiquement protégés. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Pendant des décennies, l'investiture du parti suffisait tout simplement à garantir une victoire. Ce n'est plus tout à fait systématique et ça annonce probablement l'éclatement du paysage politique, ou en tout cas c'est une option, c'est-à-dire exactement ce à quoi la sociologie politique américaine n'est pas prête. Les victoires soutenues par Mamdani montrent que la base militante est devenue à la fois beaucoup plus indépendante et beaucoup plus exigeante aussi, il faut le dire. Donc je dirais que ce n'est ni un cas isolé, ni une révolution non plus. C'est plutôt une sorte de nouvel épisode dans la longue bataille idéologique, pour ne pas dire l'errance qui marque le Parti démocrate depuis l'ère Obama, qui pourrait finir son avenir avec... qui pourrait définir son avenir après l'ère post-Trump. Vous parlez d'un risque d'éclatement politique. C'est vrai qu'on assiste là à une radicalisation, en tout cas entre la droite et la gauche américaine. Mais est-ce que les indépendants, eux, ont une carte à jouer ? Paradoxalement, oui. C'est d'ailleurs ce que je voulais induire effectivement à l'instant en vous parlant d'éclatement possible du paysage politique américain. Plus les deux grands partis se radicalisent, puisqu'il y a effectivement ce phénomène également à droite, plus l'espace politique au centre devient visible. Et ça, c'est nouveau. Mais la réalité, c'est que le système américain reste extrêmement hostile aux candidats indépendants. Ici, la désignation du leader est un système binaire, pour faire simple, avec un système de primaire qui fait office de premier tour en quelque sorte. Historiquement, les États-Unis sont un pays dominé par deux partis, globalement depuis le 19e siècle. Les exemples de succès nationaux indépendants sont extrêmement rares. Même quelqu'un comme Ross Perot, qui avait marqué son époque et qui avait obtenu près de 20% des voix en 1992, créant déjà une petite révolution. Ross Perot n'avait remporté aucun État à la fin. En revanche, ce qui change aujourd'hui, c'est le comportement des électeurs, ça c'est indiscutable. Dans les enquêtes nationales, les Américains se déclarent désormais davantage indépendants que démocrates ou républicains. Cela ne signifie pas qu'ils votent indépendants, mais cela traduit une lassitude
croissante à l'égard des appareils partisans. C'est d'ailleurs, si vous me permettez une parenthèse, ce qui explique l'existence politique de Trump. Mais ça doit vous rappeler quelque chose. À New York, cela profite en partie à des personnalités comme Eric Adams, qui cherche à se présenter comme pragmatique plutôt qu'idéologue. Mais au niveau national, des figures comme Joe Manchin ou Kyrsten Sinema, que vous connaissez peut-être un peu moins, ont tenté d'occuper cet espace centriste, même avec un succès électoral limité. Voilà, je terminerai en vous disant qu'il faut distinguer deux choses. Les indépendants sont renforcés dans le débat public. En revanche, ils restent faibles électoralement, puisque pour gagner une élection aux États-Unis, il faut lever des dizaines puis des centaines de millions de dollars. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous sur Suez TV.